Dans les profondeurs des relations humaines, l'infidélité reste l'une des expériences les plus bouleversantes et complexes que nous puissions traverser. Tel un miroir brisé qui reflète nos peurs les plus profondes, elle nous confronte à notre vulnérabilité et remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'amour et la confiance. Pourtant, au-delà de la trahison, se cache peut-être une opportunité de comprendre plus profondément qui nous sommes et ce que nous cherchons vraiment dans nos relations. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Conscious Love. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Mathilde pour une nouvelle interview sur ce podcast. Bienvenue Mathilde. Merci beaucoup Delphine pour l'invitation. Avec grand plaisir, on est vraiment ravis que tu sois là. On va parler d'un sujet hyper important, je pense, dont on est confronté souvent en couple, en tout cas j'ai l'impression. On va parler d'infidélité. Ouais. Donc Mathilde, toi tu es psychologue clinicienne et thérapeute de couple. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton parcours et pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans la thérapie de couple ? Donc, comme tu l'as dit, je suis psychologue depuis 2017. Après la fac, j'ai choisi de me former à la thérapie familiale et de couple pendant 2 ans. Et je suis formée aussi au psychotraumatisme. En fait, je me suis spécialisée dans les dynamiques relationnelles parce que ça m'a toujours passionnée. Parce que je trouve que notre couple, c'est vraiment l'endroit qui fait ressortir le pire et le meilleur de nous, et donc un terrain hyper fertile pour grandir. Que ce soit par la thérapie de couple ou par la thérapie individuelle, c'est toujours un endroit qui est hyper challengeant. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser là-dedans. Ok. Et donc, depuis cet été, je crée du contenu aussi sur les réseaux. Ouais, et c'est comme ça que je t'ai découvert voilà, d'ailleurs. Tout à fait. Sur les couples, du coup, orienté vers les couples. Ouais. Et pourquoi tu as eu cette idée de développer un compte Comme je te le dis, ça me passionne et j'avais vraiment envie de transmettre, d'aider les personnes à créer des relations saines parce que, en fait, notre choix amoureux, c'est un peu le plus important dans notre vie. C'est quelque chose qui peut autant nous porter que nous emmener dans des chemins hyper douloureux. Donc, du coup, voilà. Et puis, c'est aussi une problématique en tant que psychologue que je rencontre beaucoup. Problématique de couple. Donc, pour moi, c'était un petit peu une évidence. Ouais, ok. Bon, on va commencer avec notre sujet. Je pense qu'on t'en a beaucoup parlé aussi de l'infidélité. C'est des questions que tu reçois pas mal, donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu décidé ensemble sur ce sujet-là. Ouais, un sujet un peu touchy à mon avis. Oui, c'est vrai. Mais qui revient tellement souvent qu'en effet, ça avait beaucoup de sens de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Ouais, ok. L'infidélité n'est pas qu'une simple transgression. C'est souvent le symptôme d'une quête plus profonde. Derrière chaque histoire de trahison se cache un tourbillon d'émotions et de désirs inavoués, de besoins inassouvis, et parfois, paradoxalement, une recherche désespérée de connexion. Dans ce jeu complexe entre désir et engagement, nous découvrons que nos choix racontent une histoire bien plus profonde que la simple recherche de plaisir. Ma première question, c'est, à ton avis, quelles sont les choses qui poussent en fait à l'infidélité, qui fait qu'on en arrive là? Ouais, j'avais vu ta question sur les raisons qui poussent à l'infidélité. Et en fait, au début, quand je l'ai lu, j'ai un peu buggé. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement pas un choix de raison. On n'utilise tellement pas la raison, finalement, quand on décide de commettre une infidélité. Et puis, j'ai envie de te dire, en fait, je pense que tout le monde comprend une personne qui fait ça, parce que ça nous arrive à tous de juste répondre à un désir du moment ou satisfaire un besoin immédiat plutôt que de penser aux conséquences que ça va pouvoir avoir dans notre vie, quoi. Quand on décide de reprendre du gâteau alors qu'on a déjà mal au ventre, qu'on essaye de garder la ligne, quand on regarde notre épisode alors qu'on devrait aller se coucher, quand on décide de fumer cette cigarette, par exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend tous. Évidemment, dans le cadre de l'infidélité, ça a des conséquences sur quelqu'un d'autre, sur notre couple, sur des valeurs qui sont peut-être beaucoup plus importantes. Mais globalement, c'est une personne qui va avoir une attirance pour quelqu'un et qui va choisir de la nourrir et parfois choisir même de passer à l'acte, quoi. Ok.
je pense. C'est bien résumé. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre l'infidélité physique et émotionnelle? Ou est-ce que c'est globalement la même chose? Bah, il y a une différence dans la définition. J'imagine que infidélité émotionnelle, quand tu dis ça, tu penses à quelqu'un qui développe des sentiments Oui, amoureux voilà. pour quelqu'un d'autre. Et Sans forcément passer, tu Voilà. vois, à un acte physique. Et l'infidélité physique, en effet, il y a un passage à l'acte. Je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'infidélités différentes. Tu vois, par exemple, quand j'entends ça, je me dis oui, mais qu'en est-il, par exemple, des personnes qui entretiennent des relations virtuelles, mais d'ordre sexuel? Ok, c'est vrai. Parce que ça arrive aussi. Donc, est-ce qu'on est dans de l'émotionnel ou est-ce qu'on est dans du sexuel? On ne sait pas On ne sait pas trop. véritablement. Après, c'est vrai qu'il y a de l'infidélité émotionnelle sans passage à l'acte physique. Ça peut être l'aboutissement, en tout cas, d'un process d'infidélité, en fin de compte. Et puis, il existe aussi des cas où il n'y a que de l'infidélité physique complètement dénuée de sentiments. J'ai envie de dire, ça va dépendre des couples, des limites qu'on va avoir, des accords peut-être. Des limites qu'on va avoir, des ressources qu'on va avoir aussi en tant que couple. Et de comment va réagir la personne qui a été trompée, en fait. En fait, oui, dans quelle mesure est-ce qu'elle se dit la personne que j'aime a mis en danger mon couple? Ouais. Est-ce qu'on cherche un ordre de gravité finalement dans l'infidélité? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se posent ces questions-là comme si elles devaient, tu vois, mettre dans une case le côté émotionnel, infidélité émotionnelle ou infidélité physique. C'est peut-être moins grave parce qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte, ou peut-être c'est plus pardonnable. Je sais pas, Ouais. En tout cas, c'est sûr que de toute manière, il y a une incidence sur le sentiment de sécurité dans le couple et sur la confiance. Donc les impacts, ils vont être là quoi qu'il arrive. Qui est encore une fois, quand je te dis il faut se placer du côté de la personne qui a été trompée, elle peut développer les mêmes symptômes que ce soit de l'infidélité physique ou de l'infidélité émotionnelle. Est-ce que tu penses que tromper, c'est forcément le signe que ça va mal dans son couple? Je dirais que c'est pas 100% des cas. Okay. Je pense qu'on peut tromper dans une relation qui est en bonne santé. Mais force est de constater quand même ce que moi je vois dans mon travail, c'est quand même que en général ça arrive quand même sur des couples qui sont pas en très bonne santé, quoi. Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles pas en bonne santé? Des couples qui partagent peut-être plus les mêmes choses, qui peut-être ne s'intéressent plus aux besoins de l'un et de l'autre, peut-être des couples où on nourrit plus trop la relation, quoi. Donc ça, c'est des choses... Je pense que c'est un facteur précipitant. Tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de satisfaire un besoin immédiat, peut-être que c'est un facteur précipitant, même si en aucun cas, ça ne justifie l'acte d'infidélité. Mais peut-être quand on est moins épanoui en couple, on va avoir plus tendance à faire ça. Certainement. Ouais. Mais je pense qu'il y a des couples qui vont bien et en fonction aussi de la personnalité de chacun. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il y a des caractères où ils vont pas forcément voir ça comme quelque chose de mauvais, ou peut-être en fonction de la morale qu'on a, je sais pas. Je crois pas que ce soit une histoire de morale, je dirais plus peut-être de degré d'impulsivité, de capacité à gérer la frustration. Oui, et de passer à l'acte. Oui, voilà. Parce que, en fait, quand on est confronté à l'attirance qu'on a pour quelqu'un, d'ailleurs, j'ai vu que vous en avez parlé avec Heidi l'autre jour. En effet, on est confronté à un choix. Est-ce qu'on va choisir de nourrir cette attirance ou est-ce qu'on va choisir des choses qui sont plus importantes pour nous? C'est ça. L'engagement qu'on a pris avec la personne qu'on a choisi, avec qui on a choisi de vivre, quoi. Exactement, ouais. Moi, je suis persuadée qu'être attiré par quelqu'un, c'est un peu normal pour un être humain autre que sa partenaire, et que c'est pas grave en soi, mais voilà, en fonction de l'intention qu'on y met et de l'énergie qu'on décide de faire avec cette attirance ou pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est totalement normal. Surtout dans des couples, dans la vie, on rencontre des personnes. On maîtrise pas en plus ce qu'on ressent. Voilà, en fait. Tout à fait. Donc, ça peut arriver. Après, c'est vrai que si on est quelqu'un qui, à la base, a du mal à gérer ses émotions, a du mal à gérer la frustration, peut-être qu'on est plus propice
à passer à l'acte. Quand la confiance se brise, c'est comme si le monde s'effondrait autour de nous. Pourtant, dans les fragments d'une relation qu'on croyait éternelle, s'ouvre parfois la possibilité d'écrire un nouveau chapitre. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un catalyseur de transformation, nous invitant à explorer des parties de nous-mêmes que nous n'aurions jamais osé confronter autrement. Pour des personnes qui seraient, on va dire, victimes de cette trahison-là, comment tu penses qu'on peut apprendre à gérer déjà cette nouvelle et ce sentiment en fait de... Tu as utilisé dans la question, ce que tu m'avais envoyé, le mot douleur. Je pense qu'on y est en fait, c'est-à-dire que quand on a mal quelque part, on essaye de prendre soin de ça. C'est normal d'avoir mal déjà, ça c'est une première chose. On a été trahi par une personne qu'on pensait peut-être pas capable de faire ça. Le problème souvent, c'est qu'il y a un espèce de phénomène de je suis bête, j'ai été naïf ou naïve. Et si j'avais été plus vigilante, si j'avais fait comme si j'avais plus répondu aux besoins de mon partenaire. En fait, on va chercher à se donner une responsabilité dans ce qui s'est passé. Okay. Ça nous donne un peu l'impression de maîtriser les choses aussi, de se dire peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Un peu à la... Moi, je dis un petit peu que l'infidélité, ça ressemble... De près ou de loin, ça ressemble au trauma, en fait, et au mécanisme qui va se mettre en place. On va chercher à comprendre, décortiquer ce qui se passe pour essayer de voir et de contrôler des choses qui sont incontrôlables. Donc déjà, je pense que essayer de ne pas se blâmer pour ce qui vient de se passer. Ne pas prendre cette responsabilité ça n'est pas notre responsabilité et nos actions ne disent de choses que de nous. Donc déjà, ne pas se faire ça en plus. C'est suffisamment... Oui, éviter de s'infliger. Voilà, c'est suffisamment douloureux de vivre ça. Enfin, s'autoriser à prendre du recul parce que c'est un moment où il va falloir qu'on fasse des choix, en fait. Et dans le flot d'émotions, dans l'angoisse, dans la colère, dans le sentiment de trahison ou dans la peur de perdre l'autre aussi. Parce que je pense que c'est hyper important de prendre le temps de gérer cette douleur, justement, avant de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant ? Ouais, je pense qu'on a le droit aussi de l'exprimer, cette colère de façon saine, mais à l'autre, ce qu'on ressent, quoi. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être après, mais en tout cas, oui, la colère, elle est légitime, l'angoisse, elle est légitime, tout est légitime à ce moment-là. Sûr, Par contre, la manière dont on va l'exprimer, parfois, peut l'être un petit peu moins. Comment tu conseilles justement de l'exprimer ça à ce stade un petit peu, tu vois, j'ai découvert qu'on me trompe. Et c'est pour ça que je dis, il vaut mieux prendre du recul, en fait. Parce que je pense qu'on ne peut pas raisonner correctement dans un moment pareil et que on va avoir des élans d'agressivité qui sont, qu'on peut comprendre évidemment, qui voudraient mieux éviter en fait. Qui vont être trop intenses en fait sur le moment. Peut-être sur le moment en tout cas. Voilà. Après, il y a plein de réactions différentes. Il y a des gens qui sont complètement sidérés, donc qui n'arrivent plus à bouger, qui savent pas quoi faire. Il y en a qui prennent leurs valises et qui s'en vont. Voilà. Oui, il y a plein de façons de réagir. Oui, tout à fait. Il y en a qui vont agresser très fort. Voilà. Ça dépend aussi de notre capacité à engranger l'information à ce moment-là. Bien sûr. Mais déjà, essayer de prendre un peu de recul, quoi. Je pense que c'est... Si on peut, quoi. Oui, quoi qu'il arrive, je pense que c'est toujours mieux, mais pour n'importe quelle émotion, en fait. Mais c'est vrai que c'est peut-être des fois trop demandé de se dire OK, je vais aller réfléchir et puis je reviens pour voir comment je vais exprimer ma colère. C'est l'idéal, mais dans un monde idéal, voilà. C'est pas toujours aussi simple. Mais voilà. Et est-ce que tu penses qu'après ça, c'est possible de regagner la confiance, de retrouver cette confiance en l'autre ? C'est un peu, je pense que c'est le challenge de tous les couples qui décident de rester ensemble après ça. Le problème de l'infidélité, c'est que ça va générer beaucoup de mécanismes qu'on retrouve dans les couples qui dysfonctionnent, en fait. Beaucoup de mécanismes malsains, si je puis dire, dans le sens où on est très en insécurité, qui est normal, mais qui dit insécurité dit contrôle, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, le problème, c'est qu'on va souvent voir des couples, enfin, moi, ce que je constate en tout cas, des couples où il va y avoir énormément de contrôle sur le partenaire qui a fauté. Ouais. Et on rentre dans des mécanismes qui sont pas... Si ça Sain, devient quoi. un mode de fonctionnement sur le long terme, ça peut pas fonctionner en fait. Et d'ailleurs, là, on parle d'infidélité, mais dans n'importe quel couple, s'il y a du contrôle ou un excès de contrôle, ça peut pas fonctionner en fait. Donc, il va y avoir à la fois le contrôle du partenaire, mais aussi, il y a un phénomène qui se passe aussi avec l'infidélité, c'est comme je te disais tout à l'heure, à la manière d'un psychotrauma, en fait, comme on revit, on voit des choses, alors qu'on n'y était pas. Hein. Ok. On imagine ce qui s'est passé. Oui. Voilà, exactement. Et on va avoir besoin de poser 1 milliard de questions. Ouais. De comprendre à quelle heure, avec qui, combien de fois. Oui, on va avoir envie de tout savoir sur la vie de l'autre et c'est ingérable. Quoi. En fait, je pense que c'est pour les deux, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Mais je pense que je pense qu'il faut passer par là. Ok. Parce que on a besoin d'entendre ce qui s'est passé. Ok. Mais le problème, c'est que souvent, on est dans des questionnements incessants, en fait. Ça revient tout le temps, en boucle, comme un disque rayé. Ouais. Parce que, en fait, c'est un piège extraordinaire, parce que je demande à une personne en qui je n'ai plus confiance des choses. Donc, de fait, je ne le crois pas, d'une part. Et puis, d'autre part, toutes les réponses que je vais avoir vont être insatisfaisantes. Parce que je suis en train d'écouter une histoire horrible, en fait. Ouais. Et donc, ça continue. C'est comme ça que ça mouline. Notre cerveau, lui, veut entendre quelque chose qui va arrêter la réflexion. Sauf qu'on ne peut pas, en fait. C'est tellement terrible. C'est un puits sans fond, en fait. Ouais. Et on se retraumatise, au final, de tout cet événement. Et je pense que ça peut être aussi un mécanisme qui empêche, justement, les couples d'avancer après un tel événement. Ok. Ça, et puis... le mécanisme de la punition aussi. Ok. Tu m'as fait tellement mal que j'ai tous les droits. J'ai le droit de t'agresser, j'ai le droit de mal te parler. T'as plus le droit de ressentir ni ci, ni ça. Enfin, vraiment, ça, je le vois beaucoup. Ah ouais. Ouais. Ok. Je le vois beaucoup. Et je comprends le mouvement. Je pense qu'il est naturel et normal. Et en même temps, on ne peut pas rester dans un couple où on souhaite du mal à l'autre, en fait. Oui, non, c'est sûr. Et on veut lui faire du mal. C'est pas sain, quand même. Non. Donc, c'est tous ces mécanismes-là qu'il va falloir défaire. Et ouais. Avec l'aide, bien sûr, de celui qui a commis l'infidélité. Parce que il y en a, du côté de celui qui a été trompé, il y a beaucoup de travail de process d'émotion. C'est-à-dire comment je vais laisser la place à cette colère, parce qu'il faut bien lui laisser de la place. Laisser la place à l'angoisse aussi. Mais sans être dans le contrôle, sans agresser l'autre, sans chercher à le punir. Mais de l'autre côté, il y a celui qui va accueillir tout ça aussi. Oui, et peut-être essayer aussi de rassurer. Évidemment. Parce que je évidemment. pense qu'on a besoin de ça aussi. Oui, tout à fait. Mais on se trompe sur ce qui est rassurant. Ce qui est rassurant, c'est pas de pouvoir lire tous les textos qu'il y a dans le téléphone de l'autre. C'est ça. Ce qui est rassurant, ça va être le temps qu'on va passer ensemble. Ça va être comment on va communiquer sur le sujet, comment l'autre va pouvoir accueillir ce que je ressens, le valider. Et ça, de manière répétée, parce qu'en fait, ça va prendre du temps. On va pas arrêter d'être en colère demain, quoi. Et puis, je pense que les personnes qui vivent l'infidélité en espèce de... Encore une fois, je reviens sur le trauma, mais il faut pas oublier ce qui s'est passé. Il y a un truc un peu comme ça dans ce qu'ils vivent. Il faut pas oublier que ça, c'est arrivé. C'est l'hypervigilance, en fait. Et donc, vont avoir besoin de rabâcher, encore une fois, surtout dans les moments où ça va bien. Ah ouais? Ouais. Ok. Dans les moments où ça va bien, il y a l'hypervigilance qui se réveille, qui dit « Ah, la dernière fois que ça allait bien... C'est louche, ça s'est pas fini comme... Du coup, ça se réveille. Et moi, souvent, quand j'accompagne les couples, j'invite celui qui a été infidèle à amener le sujet sur le tapis, en fait. Ok. À aller voir l'autre en disant « Ok, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça ?» Plutôt que de laisser l'autre un petit peu... essayer de gérer ça dans son coin. Je pense que c'est aussi une manière de pouvoir montrer à l'autre qu'on prend en compte l'impact que ça a eu sur lui, qu'on prend la responsabilité
de son acte et qu'on sait que ça a existé et que ça continue d'exister. Oui, c'est pas comme si on le mettait sous le tapis. On voulait cacher un peu ça, enfin oublier. Ça peut être hyper difficile parce que justement, les personnes qui ont commis une infidélité, et encore une fois, là, on parle de couples qui ont décidé de se reconstruire. Bien sûr, oui. Voilà. Oui, on parle pas forcément de couples qui se sont séparés à cause de ça. Là, on parle de ça, mais il y a cette histoire de... En fait, l'angoisse et la colère de l'autre, ça va sans cesse les ramener à la culpabilité d'avoir fait ça, d'avoir abîmé leur relation, d'avoir mis en péril leur couple. Et donc, il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à se confronter à ça. Ils vont dire, c'est bon, on en a parlé, on n'a plus besoin d'en parler, c'est le passé. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est vrai que ça peut être un boulot un peu rébarbatif, parce qu'il faut le faire souvent. Et se reconfronter souvent. C'est pas simple de se dire, bon, bah voilà, j'ai fait quelque chose qui était pas bien. Et comment tu penses qu'une personne qui a été infidèle peut gérer justement cette culpabilité-là ? Je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que, bon, encore une fois, elle est normale. Ce serait bizarre de ne pas se sentir coupable face à un tel événement, donc elle est normale. Mais je ne suis pas mon émotion. Ma culpabilité ne vient pas dire que je suis une personne horrible. Elle vient dire que je suis un être humain qui a commis quelque chose de moralement répréhensible, on va dire, en tout cas qui a bafoué des valeurs et des engagements qui étaient importants. Mais ça ne fait pas de moi un être ignoble, quoi. Et je pense que déjà ça, c'est quelque chose d'important. Et puis peut-être que c'est important aussi pour la personne, d'ailleurs pour les deux, que cette personne puisse, elle, faire le process de « Ok, qu'est-ce qui fait que je suis allée jusque-là quand même ?» C'est important de comprendre pour soi quelle sortie j'ai pas prise, en fait, sur quelle autoroute j'étais et j'ai pas vu tous les feux qui me disaient « Il faut pas y aller », ou alors j'ai choisi de ne pas les voir, quoi. Oui, parce que souvent, il y a quelque chose quand même de plus profond que juste... une infidélité, ça veut dire aussi quelque chose sur nous, non, je pense ? Ça veut dire quelque chose sur nous. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est peut-être mon incapacité à gérer mes problèmes de couple ou à les affronter ? Est-ce que c'est moi qui ai du mal à gérer la frustration ? Qui n'a pas fait des choix alignés finalement avec mes valeurs profondes aussi. C'est peut-être quelque chose qui manque actuellement dans le couple aussi, un manque de connexion, quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer à l'autre. Oui, c'est possible. C'est possible et je pense que c'est un boulot qui est important. De faire. Oui. Pour à la fois la personne, mais à la fois aussi notre couple. Dans cette idée de reconstruire une relation plus saine et épanouie, quoi. Oui, tout à fait. Mais du coup, excuse-moi, je reviens un peu en arrière parce que par rapport au fait de comment on reconstruit un couple, en tout cas comment on regagne la confiance. On parlait de la douleur d'avoir été trahi et puis je te disais tout à l'heure aussi, il faut faire un choix. Et parce que ce que je peux voir souvent, c'est que les personnes, elles sont vraiment entre deux eaux, quoi. Elles n'arrivent pas à se décider. Je pars, je reste. Mais elles restent, hein. Voilà, elles sont toujours là. Je pense qu'il faut faire... C'est vraiment le moment de faire un bilan un peu de sa relation. Peut-être qu'on peut imaginer que notre relation, c'est un peu une voiture qui a été accidentée. Et on peut se dire, ok, elle était dans quel état ma voiture avant ? Tu vois ? C'est pas mal. Est-ce que j'étais bien, j'étais en sécurité dans ma voiture, un petit SUV tranquille, avec la clim, le freinage d'urgence, ou est-ce que c'était une voiture qui était en panne régulièrement, que je devais pousser, qui avait la peinture rayée, des cocos un peu de partout et puis, c'est peut-être l'image est un peu forte, mais quand on a un accident et qu'on va faire réparer sa voiture, le garagiste nous dit, il y en a pour 5 000 € de travaux. Oui, ma voiture, elle valait 1 000 €. Donc, bon, est-ce que ça vaut le coup ? Et je pense que c'est hyper important de faire ce choix, justement, pour être... Quand on a un entre-deux, notre énergie, elle est ni à gauche ni à droite. Elle est un peu partout. Faire un choix, c'est mettre toute son énergie dans une direction et dire, OK, j'y vais à fond. Et je fais en sorte que le choix que j'ai fait, ce soit le bon.
souvent on me dit c'est quoi le bon choix, Bah oui, mais il n'y a pas de bon choix, non, quoi. non, il n'y a pas dépend de bon choix, il y a juste on prend une C'est direction ça. et on fait en sorte que ce soit la bonne, quoi. Après, Ouais. ça veut pas Je dire crois qu'on a souvent peur de se tromper, en Ouais. fait, de choix, Oui, mais malheureusement, il faut y aller, quoi. c'est ça. Il faut y aller pour savoir Mm. si... Si ça ne correspond pas ou si ça Tout nous à fait. convient, quoi. Et puis, il faut se donner, justement, Mm. le moyen aussi d'y arriver Ouais. et de donner du sens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je crois encore que cette personne qui a commis ça est encore celle qu'il me faut? Pourquoi Mm. je crois encore en cette relation? Bien sûr. Est-ce qu'elle m'a déjà apporté la sécurité? Est-ce que je me sentais aimée dans cette relation? Est-ce que je me sentais respectée? Ou est-ce que, en fait, depuis le départ, je suis en insécurité? Mm. Ouais, je pense que c'est vraiment un moment pour se poser ce genre de questions. Si on l'a pas fait avant, Bah oui, je pense, ouais. c'est primordial. Pour que notre choix il ait du sens. Bien sûr. Ok, aujourd'hui, j'ai choisi de rester Ouais. parce que si, parce que ça. Dans tous les moments, on va avoir envie de claquer la porte, en fait. Oui, c'est ça, parce que les épreuves sont déjà assez difficiles comme ça. Donc, Ouais. est-ce que ça en vaut vraiment la C'est- peine, Oui. d'avoir envie de continuer à se battre pour cette relation, quoi. Et ça demande tellement d'investissement. C'est ça, ouais. Et puis, c'est pas linéaire, en fait. Mm. Il y a des moments où... Et puis après, pouf. Ouais. Puis après, ça remonte. Enfin, voilà. Donc, il va y avoir des moments de grand désespoir où on va avoir l'impression de ne pas y arriver. Mm. Donc, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'est vrai que souvent, j'entends « oui, mais parce que je l'aime ». Ouais. Ouais. Oui, malheureusement, je crois que l'amour ne suffit pas, mais Mais je crois qu'on le sait depuis on longtemps, le sait, en fait. hein, mais on s'accroche peut-être des fois à ça. Oui, un peu trop, je pense. Ouais. C'est beau, mais Oui. enfin, je pense qu'on a envie d'y croire, mais ouais, c'est souvent pas suffisant, quoi. Bah non, ça l'est pas. En tout cas, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un Mhm. que ça veut dire que c'est avec cette personne qu'on doit être. Exactement. Mais c'est vrai que quitter quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être un des trucs les plus difficiles à faire, quoi. C'est clair. Et est-ce que tu penses qu'on peut réellement, en fait, se reconstruire après ça? Je ne serais pas là si je pense que c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile. Ouais. Je pense vraiment que c'est extrêmement compliqué. J'ai vu des couples se remettre de l'infidélité, donc je Oui, sais. j'allais te poser cette question, justement. Je Toi, sais tu que as accompagné des personnes qui se sont remises de ça et Oui. qui maintenant sont bien. Oui, Ouais. oui, mais ça prend du temps. Ouais. Et puis, comme je t'ai dit, c'est des couples qui arrivent à sortir de ces mécanismes-là, justement, Mm. de contrôle, de punition, de fuite de ces émotions. Mhm. Donc, et qui avaient les ressources aussi pour faire face. Je pense que tous les couples n'ont pas les ressources Ouais. pour dépasser cette crise-là. Ouais, bah, c'est peut-être le moment, justement, de se faire accompagner et d'aller voir un thérapeute spécialisé. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut être un outil vraiment intéressant, quoi. Enfin, Après, là, je pense qu'on parle surtout de cas où il y a eu une infidélité. ok. Parce que tu penses que s'il y en a plusieurs, c'est différent? Il y a vraiment des couples où il y a des personnes qui trompent à répétition. Mhm. Et donc là, la vraie question, c'est est-ce que je suis capable d'accepter que mon partenaire soit quelqu'un qui n'est pas capable d'être fidèle, en fait? Oui, qui peut-être le sera jamais, quoi, c'est ça. Tout à fait. Mm. Parce qu'il l'a prouvé maintes et maintes fois que c'était Mm. pas possible. L'amour conscient n'est pas une garantie contre la tentation, mais une invitation à explorer nos désirs avec honnêteté et courage. Dans un monde où les possibilités de connexion sont infinies, la fidélité devient moins une cage dorée qu'un choix quotidien de cultiver ce qui nous lie vraiment à l'autre. C'est dans cette conscience éveillée que réside peut-être la clé d'une intimité plus authentique et durable. Et est-ce que tu penses qu'il y a des signes, en fait, un petit peu avant-coureurs qui peuvent nous alerter Ça, c'est une question sur piège l'infidélité? qui alimente la psychose. Toutoum. Attention à ce que tu réponds parce Oui, que c'est ça. les gens vont être en alerte, là. Je me suis dit, est-ce C'est que c'est peut-être vraiment... pas une question est-ce que intéressante. c'est vraiment bien de répondre à cette question? T'es pas obligé, hein. Bah, je me suis posé la question, du coup, Oui. quand même. Enfin, certainement qu'il y a des signes de désengagement, en fait. Ouais. Comme quelqu'un qui va être plus distant, quelqu'un qui va peut-être être plus irritable, peut-être un changement de comportement, en fait, Ouais. quelque chose qui est anormal. Après, ça peut aussi être le signe d'autre chose, en Oui, fait. bien sûr.
quelqu'un qui fait une dépression, Bien sûr. un burn-out, qui a des problèmes familiaux. Enfin, voilà, ça peut. En fait, c'est pas forcément le signe d'une infidélité. En tout cas, c'est Non, le signe qu'il y a bien quelque chose sûr. qui va pas. Oui, voilà, un changement de comportement inhabituel, ça va être quand même le signe qu'il se passe quelque chose pour Oui. l'autre, qu'on n'est peut-être pas au courant, mais c'est pas forcément une infidélité. Et c'est pas forcément lié au couple. Un problème en au fait. travail, Oui. quelque chose qui va pas, mais ouais. Voilà. Après, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être ceux qui ont été trompés nous diront mieux que ce nous. qu'ils ont pu capter de changements ou de choses comme ça, quoi. Et est-ce que tu penses que l'ouverture du couple, par exemple des relations polyamoureuses ou des relations libres, ça peut être une solution à l'infidélité? Ou au contraire, est-ce que ça peut être un piège de se tourner vers ça? Bah, globalement, on se dit que dans ce type de relation-là, excuse-moi, on annule un peu la possibilité de tromper quelqu'un, en fin de compte. Oui. Je pense que pour moi, c'est pas forcément une manière d'annuler l'infidélité. Ok. C'est plus une manière de pouvoir vivre justement sans ces frustrations dont on parlait tout à l'heure. De pouvoir se dire, en fait, j'appartiens peut-être à personne. Et si je rencontre quelqu'un et que j'ai envie, je peux. Ouais. Après, moi, je suis pas spécialiste du polyamour ou de la relation libre. J'en ai pas en thérapie de couple. Ok, t'en as jamais eu Non. D'accord, ok. Donc, du coup, peut-être c'est un signe. Je ne sais pas. Mais en fait, ce que je constate peut-être, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. Mais on t'a jamais posé cette question, par exemple, à un couple qui vient te voir pour une infidélité, qui te parle d'ouvrir la relation pour un petit peu... Alors, j'ai eu ces problématiques-là très récemment. Ok. Plusieurs fois. Ok. D'une personne qui souhaite ouvrir son couple, d'un couple qui est très exclusif, parce que c'était des couples mariés. Donc, tu vois, donc il y a quand même bien sûr. un engagement fort, quoi. Voilà. Mais le problème, je pense que c'est très difficile de passer d'une relation exclusive à une relation ouverte, quoi. Ouais. Et j'ai le sentiment, en tout cas dans les couples que j'ai rencontrés, qu'il y en a un qui le souhaite et qu'il y a l'autre qui essaie de se persuader que c'est OK. Mais son corps lui crie que ça ne l'est pas. Ok, ouais. Donc, je pense que le polyamour... Alors, moi, je connais un peu le polyamour dans le sens où j'ai un ami qui pratique, qui... Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Polyamoureux. Voilà, qui est polyamoureux. Et ça marche hyper bien. Mais parce qu'ils se sont rencontrés à la base comme ça. Oui, bien sûr. Et que du coup, c'était OK et d'un côté et de l'autre. En fait, s'il y a ces deux personnes OK... oui. Voilà. Oui, parce que des fois, le problème dans un couple exclusif, c'est plus un peut-être qui va vouloir ouvrir la relation et l'autre va peut-être suivre par peur de le perdre, alors que c'est pas tout à fait aligné avec ses valeurs. En tout cas, je pense qu'on peut essayer de se dire rationnellement, pourquoi pas, mais émotionnellement, est-ce que ça suit, c'est quoi. possible, ouais. C'est plus ça, je pense, le vrai problème. On peut être convaincu que pour les autres, c'est bien, mais pour nous, peut-être pas, quoi. Ou peut-être qu'on n'est pas capable, ou peut-être pas dans ce couple aussi. Oui, aussi, ouais. Donc, et je pense que si l'infidélité est un tel retentissement dans la relation, c'est qu'on n'est pas prêt à ouvrir son couple, globalement. Ouais. Mais peut-être dans le cadre d'infidélité répétée, ça peut avoir du sens. Je ne sais pas. Ouais, c'est sûr. Ok. Écoute, on arrive à la fin de notre interview. Merci déjà pour toutes ces réponses très enrichissantes. De rien. Est-ce que tu aurais un message, un petit peu d'espoir, on va dire, pour les personnes qui traversent cette situation en ce moment et pour qui on sait que c'est pas forcément facile? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Que c'est sûr qu'on se lance dans une aventure où le résultat n'est pas garanti à la clé. Ouais. C'est pas parce qu'on essaye de pardonner qu'on peut y arriver, mais que c'est d'avoir les bons outils, entre guillemets, de comprendre ce qui se passe pour nous, de pouvoir le mettre en mots différemment,
de pouvoir apprendre à exprimer ses émotions aussi différemment et comprendre quel pourrait être le rôle de chacun dans la reconstruction et la réparation de notre relation. Ça peut aider en tout cas. Ok. Mais ouais, si j'avais quelque chose à dire, je dirais que... Mais c'est vrai pour n'importe quelle relation en fait. On ne contrôle pas l'autre. Oui. Et on a de contrôle que sur la manière dont on va nourrir notre relation. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre son énergie, quoi. Ouais. Au final, l'infidélité nous rappelle que l'amour n'est pas un état figé, mais un voyage constant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'autre. Dans cette exploration, chaque blessure peut devenir une porte vers plus de conscience et d'authenticité dans nos relations. Mathilde, si on veut travailler avec toi, comment on te contacte, comment on te trouve justement pour se faire accompagner pour des problématiques de couple ou autres d'ailleurs? Donc moi, on me trouve sur Instagram, donc Couple en thérapie, ou alors sur Doctolib, mais mon lien se trouve sur Instagram pour prendre rendez-vous avec moi en visio du coup. Ok, cool. Donc je vous invite à retrouver Mathilde sur Insta, sur Couple en thérapie. Merci. Merci beaucoup pour cet épisode et cette interview très enrichissante. Je pense que ça va plaire à nos auditorices. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de faire ce podcast et pour tes questions et l'intérêt que vous avez porté du coup, toi et Heidi, à mon travail. Ouais, merci. Merci en tout cas pour ce que tu partages. En tout cas, je vous dis à très vite sur Conscious Love et à bientôt.